Bonjour les amis, bienvenue à La Rochelle pour un petit moment de ravissement comme toujours. Ça passe par les arts, par les temps qui courent. Heureusement qu'on a des artistes. On est au Café Molière, c'est un des lieux de référence quand on veut se ressourcer dans cette bonne ville de La Rochelle. Un peu venteuse ce matin. Et puis ce Café Molière accueille très régulièrement des artistes d'ici, des artistes d'ailleurs, mais des artistes de grand renom eu égard le peu de place, c'est plus rare. Georges Joussaume, dont les œuvres sont derrière ici, est à l'affiche du Café Molière. Georges Joussaume, c'est un jeune homme qui commence il y a une cinquantaine d'années dans le domaine de la peinture. Il fait les beaux-arts. Très vite, il écume les grandes galeries à travers le monde. Il fait des grandes toiles. Il est peintre abstrait à l'époque. On est dans les années 70. Puis un jour, il rencontre La Rochelle. Il élit domicile ici. Il est plus ailleurs que là, mais il ne peut pas lâcher sa bonne Rochelle. Georges, bonjour. Bonjour. Georges, quand on est comme vous, en peintre de grande réputation internationale, vous avez exposé dans le monde entier, vous retrouvez dans un petit café le bistrot Le Molière. D'aucuns vont dire, oh ça y est, c'est le début de la décrépitude, de la déchéance. C'est peut-être possible. On ne peut pas écarter cette hypothèse aussi. Ouais. Mais en vérité, non, parce que avec les Bourdins, on ne peut pas faire autrement. Déjà avec Jacques, son père, j'avais déjà exposé ce que je ne fais jamais dans des cafés, mais pour Jacques, je le faisais. Pour ceux qui connaissent peu La Rochelle a une tradition culinaire assise dans un établissement très pittoresque, le bar André. On peut faire manger 500 personnes en même temps dans une ambiance maritime, tradition des marins, etc. Et puis cette famille, elle est un peu présente partout. Elle innerve le cœur de La Rochelle, jusqu'ici, la rue du Minage. C'est le fiston, Édouard, qui tient le Café Molière et qui ne peut pas se passer des artistes. Voilà. Et c'est même lui qui était presque à l'origine de cette expo, parce que comme il assistait constamment en me disant, mais cette période là où tu faisais des serres et des choses comme ça, t'as plus rien. Et j'ai dit non, j'ai plus rien de cette période-là, parce que c'était il y a quand même longtemps. Et puis là, l'idée nous est venue effectivement de repartir et de faire des digigraphies de cette période-là, en partant de travaux anciens, évidemment, que je n'avais plus. Genre, ça doit être dur de choisir, là, sur 50 ans de travail, dire, tiens, j'ai la possibilité de mettre 10 œuvres ou d'en ressusciter une dizaine. C'est dur de choisir sur l'ensemble de vos thématiques, l'ensemble des œuvres. Non, c'est pas si dur. Il faut techniquement avoir les très bons documents. Et c'est ça qui a fait que j'ai pas pu en faire plus, par exemple, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas des documents suffisamment importants, intéressants du point de vue technique, pour pouvoir être réalisé en digigraphie. Sur ces 50 ans de travail, l'histoire des serres, ça arrive à quel moment et en quelles circonstances? Alors, l'exposition s'appelle Les serres. Oui, ça peut s'appeler Les serres chaudes, mais alors là, avec la petite référence à Metterlinck, et puis, mais là, par exemple, le petit opus là qu'on a fait s'appelle L'enserrement de la nature, parce que c'est un autre écrivain qui avait travaillé sur ça. Il avait choisi alors, la date à laquelle je me rappelle en tous les cas, c'est qu'en 81, je faisais la FIAC et on avait un duo de cinéma et exposé pour la première fois les serres. C'est votre compagne, on en parlera dans quelques instants. Voilà. La muse qui m'amuse. Oui. Et oui, donc c'est la première fois que je l'ai montré. Avant, j'avais travaillé toujours avec la même galerie, d'ailleurs, Liliane François, rue de Seine, mais je montrais autre chose, quoi. Et c'était même assez en rupture, parce que le travail que j'avais fait au début était un travail un peu plus dans la figuration, on va dire sociologique ou politique. J'étais moi-même en 68 dans des ateliers populaires des Beaux-Arts de Paris. Donc il y avait un retour à la figuration, mais souvent très connoté politiquement. Ouais. Qu'est-ce qui fait jusqu'à un moment, le monde s'intéresse au boulot au point d'aller faire des expos en Europe, aux États-Unis? Il y a un genre qui arrive à un moment, un style qui arrive à un moment, un fait de guerre, un fait d'armes qui vous fait remarquer? En l'occurrence, la FIAC avait été importante pour moi, puisque mais des choses non, c'est plutôt des hasards, des exceptions. J'ai aussi montré dans des foires internationales à New York notamment. Alors là, ça fait des contacts, etc. Enfin, les circuits se font comme ça, quoi, hein, sur des hasards. On bondit sur les hasards du temps, les hasards de l'histoire. Vous croisez une époque qui est quand même 68 et après. Est-ce que vous croisez des personnages qu'on comptait, des personnalités qui font qu'à un moment, tac, il y a des petits ressorts qui s'enclenchent?
Des noms en mémoire? C'est c'est tout à fait... C'est étonnant. Je me rappelle par exemple un truc qui est complètement... Parce qu'on pense toujours, oui, mais alors c'est parce qu'il a connu un tel ou je sais pas quoi. Mais des fois, les choses se passent quand même en art d'une façon... Un jour, un ami me demande, on venait juste de s'installer à La Rochelle, me demande d'installer... Il y avait les rencontres internationales. Et il me dit, oh, ça me plairait que tu mettes un tableau dans la vitrine. Il habitait dans le coin là-bas. Je mets un tableau. Il y a un gars qui passe, qui demande ce que c'est que ce tableau, qui l'a fait. Le type, mon copain, dit bah, écoute, venez, c'est quasiment au-dessus. Je parle avec quelqu'un, type adorable, qui voulait absolument acheter un tableau. Bon. Et puis, quelques temps après, donc je fais la FIAC. Et je lui envoie un mot, il me dit je vais venir à Paris. Bon. On s'installe nos affaires là-bas et je rencontre Samuel Bury, qui était un peintre dont on parlait beaucoup, qui était un peintre suisse. Et je lui dis, je vais rencontrer tout à l'heure Kurt Blum, et qui veut venir voir ce que je fais encore. Il me dit, tu connais Kurt Blum? Je lui dis oui. Et il me dit, mais Kurt Blum, c'est la seule personne qui ait fait un film sur Kandinsky, c'est le photographe, etc., prix de la Biennale de Venise, etc. Bon, il me balance tout un tas de trucs. Je dis, ben écoute, il est d'une modestie telle que je ne pensais pas. Et il me dit, d'ailleurs, il passe me voir. Et puis après, et j'ai fait la rencontre de cet homme-là, tout à fait de façon hasardeuse. Après, il me dit même qu'il a une galerie et qu'il veut m'exposer, etc., etc. Et les choses sont des fois parfaitement hasardeuses. Parce que aller rencontrer Kurt Blum en exposant un truc dans un magasin un peu plus loin, rue du Palais, voilà. Non, il y a eu beaucoup de hasard et beaucoup de chance dans ces rencontres. Georges, vous êtes qualifié comme un peintre abstrait, mais bon, même l'abstraction, ça n'exclut pas les inspirations. Alors, il y en a qui sont inspirés par la nature humaine, la sociologie, etc. Puis il y en a d'autres qui sont inspirés par la nature. Vous passez plus, je discutais avec des copains hier pour... Ah ben, il peint la nature, Georges, c'est un abstrait qui peint la nature, il peint peu les hommes. Ah non, non, si. Si, j'ai peint aussi beaucoup la figure humaine. Non, non, la peinture abstraite, c'est très très peu de temps. C'était parce que c'était la tendance, quoi. Avant 68, c'était la tendance qui était prédominante. Mais non, non, moi je me suis intéressé assez vite à la figuration. Et même, je peux dire que ça ne m'a pas vraiment quitté. Jocelyne, par contre, elle a fait un parcours différent. Elle est partie d'une figuration qui était assez proche aussi, comme moi. Et puis elle est partie ensuite sur des choses plutôt abstraites. Elle. Jocelyne Barbage-Joussaume, alors elle-même est peintre, elle transforme la maison en atelier. Vous êtes plutôt, bon, vous avez le sens des copains, on en parlera, mais vous êtes plutôt un reclus, quoi, un solitaire. Alors elle couvre grand la maison, vous qui la refermez, ça ne doit pas être rose tous les jours. Non, c'est évident, mais de toute façon, je crois que quand on vit en couple et il faut qu'on ait quelque chose de commun. Parce que finalement, c'est quand même une passion qui prend beaucoup, beaucoup de temps. Et donc, si vous vivez avec quelqu'un qui ne partage pas cette passion, ne comprendrait pas vos colères et vos caprices. Et puis, voilà, il y a des périodes où il y a beaucoup d'expos, des choses. Donc, à ce moment-là, Jocelyne veut bien faire la vaisselle, ou le contraire, quand si c'est elle qui faut quand même, on peut s'arranger, on peut s'organiser. Ouais. Est-ce qu'à un moment, sur ces 50 ans, il y a des périodes qui ont été plus inspirantes que d'autres, où tout à coup vous vous êtes transporté par soit l'air du temps, soit des... Oui, mais en fin de compte, c'est un truc bizarre. Je crois que pour faire quelque chose en peinture, il faut constamment penser qu'on n'a pas réussi. Et donc il y en a un autre de possible tableau à faire. Et donc, si on est satisfait de ce qu'on a fait, bon, on s'arrête là, puis on va se coucher. Non, je pense pour faire de la peinture, il faut savoir gérer l'échec, c'est-à-dire penser constamment que c'est pas encore ça. Il y a un truc qui est... encore l'espoir que ça sera peut-être un jour quelque chose. Il y a une chose qui est importante et puis qui polisse votre sensibilité aux choses et en particulier à cette ville, c'est la rencontre avec La Rochelle. Pourriez imaginer de vivre sans La Rochelle? Comment ça arrive La Rochelle dans votre vie, vous, un jour? Moi, je suis né à La Rochelle. Je suis né à La Rochelle. J'en suis parti pour aller d'abord aux Beaux-Arts de Rennes. Parce que comme je ne viens pas d'un milieu qui est très tourné vers l'art, etc., pour mon père, il n'était pas question de payer des études artistiques si j'avais pas au minimum un professorat.
Donc c'était une famille simple. Et donc j'ai passé un professorat. Il y avait la possibilité de le faire à Rennes, aux Beaux-Arts de Rennes. C'est là que je me suis inscrit et en professorat et en atelier peinture, etc. Et puis après, quand j'ai eu ce diplôme de professorat, je suis allé aux Beaux-Arts de Paris, en atelier supérieur, pour faire que de la peinture. Voilà. Et alors, donc, le retour à La Rochelle, et puis dire, c'est là que je jetterai l'encre. Vous auriez pu prendre un petit appartement à Montparnasse, comme beaucoup d'artistes de l'époque, pour avoir votre assise au cœur d'un Paris rebelle. Oui, c'est vrai. Mais oui, c'est vrai. Je me suis posé la question de savoir, parce que c'était peut-être un risque. Mais j'avais déjà trouvé des galeries qui voulaient bien me défendre. Et donc on s'est dit, après tout, bon, si on va de temps en temps à Paris, et si les galeries font leur boulot, hein, parce que ça devrait être jouable. En plus, quand on fait, comme on l'a fait avec Justine, le choix de vivre de sa passion, on ne part pas dans l'idée qu'on va faire fortune. Normalement, le projet, c'était de pouvoir vivre convenablement. Et finalement, on a pu vivre très convenablement. Alors c'est bien. Si je reviens à cette exposition dont Olivier nous montre des revues, elle est en écho, celle-ci, à un document qui a été produit, qui a une histoire rigolote, qui a une histoire, comme vous les aimez bien, des copains qui croisent des copains, qui croisent des connaissances, puis tout à coup une belle idée démarre. Oui, en fait c'est André Reynaud qui est éditeur à La Rochelle, qui a fait beaucoup de livres pour les musées, qui maintenant fait un petit format tout à fait amusant, par un pliage, et qu'il appelle un leporello. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, le leporello, c'est le nom du valet de Don Juan, dans Mozart, qui, à un moment, déplie un document qui est plié de cette façon-là, très précisément, et sur lequel il y a les milliers de noms des maîtresses. Des milliers, je ne sais pas si c'est des milliers, mais oui. Enfin, il y a le nom des maîtresses. Parce que milliers, tout d'un coup, je me dis, mais ça fait du boulot quand même. Le travail d'huissier. Voilà. Et donc, il a repris cette forme-là, et il publie comme ça des petites choses qui s'appellent maintenant des leporello, c'est le nom connu pour cette forme de pliage. Il publie beaucoup de poésie, quelquefois il accompagne, chaque fois il l'accompagne d'illustrations peintes, enfin de peinture, et puis il fait aussi quelques livres de peintres. Alors cette fois-ci il y a moins de textes et plus d'images. Vous passez pour un peintre prolifique, c'est toujours vrai ou vous vous êtes calmé un peu là? Mais quand même, je me calme. Alors le temps que vous passez plus à peindre, vous passez quoi? À arpenter les rues de La Rochelle, à allonger les falaises, la côte? C'est-à-dire qu'il y a 2-3 ans, Justine m'a amené un outil de travail formidable que j'ai installé dans l'atelier. C'est une sorte de rami. Donc je monte souvent avec l'idée, oh attendez, là ça... Non mais c'est bon, il y a une manœuvre dans ce truc, vous voyez que la rue est vivante, regardez, c'est pour la propreté de la ville. Mais c'est bien, ça parasite pas nos propos. Bon. Et donc je passe aussi beaucoup de temps à soi-disant regarder ce que je fais, et quelquefois le sommeil me gagne. Qu'est-ce qui vous fait marrer dans la vie, Georges? Parce que vous passez pour un gars jovial, etc. Ce qui vous fait marrer, puis ce qui vous débecte? Ah non, ce qui me débecte, il y aurait trop de temps à passer là. Non, puis je préfère... Il faut être positif. Oui, il faut être positif. Non, ce qui me fait marrer, c'est encore de voir des gens, de rencontrer du monde, etc. Bien sûr. Oui. Je ne suis pas très sur les réseaux sociaux. Justine me parle de choses, me montre. Moi, ce que j'aime, c'est la rencontre avec les gens. Alors l'univers, il est humain, mais il est de plus en plus électronique, il est même numérique. Et aujourd'hui, il y a des machines qui peuvent tout faire à la place de l'homme, faire des traductions dans des langues qu'on ne connaît pas. On vous fait parler, on vous fait élever, on vous fait faire des trucs. Vous ne les avez pas faites et pourtant vous les faites. Vous imaginez que la peinture puisse à un moment être gagnée par ça demain et que ce soit une machine qui devienne le pinceau? A priori, moi, je suis un peu dubitatif sur ça, parce que je crois que je pense que l'intelligence artificielle, quand on lui demande quelque chose par rapport à un but qu'on doit lui donner, elle est capable de faire tout, à condition de lui donner le but. La peinture, c'est plutôt une errance. Donc je vois mal comment une machine pourrait vagabonder de cette façon-là. C'est une errance, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un but au fond.
Quand je démarre un tableau, je ne sais pas exactement ce qui va être. En installant la peinture, comme ça, des tâches, je crée un climat, puis de ce climat me donne l'idée de quelque chose, etc. Ça circule comme ça. Et je ne vois pas une intelligence artificielle puisse faire ça. Elle pourrait faire ça si on lui disait, voilà, on veut aller de là, et ensuite que tu arrives à quelque chose qui soit dans l'esprit de Turner. Alors il regarde comment fait Turner, il peut trouver des trucs, oui, etc. Où il va dire, oui, bon là, d'accord, il vaut mieux blaireauter le fond, etc. Mais non, je ne vois pas autrement. Georges, de toutes les expositions que vous avez pu produire, c'est là partout à travers le monde, qu'est-ce qui restera comme un grand moment pour vous? Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Parce que, vous savez, la première fois que j'ai vu mon nom dans le dictionnaire, j'ai dit, là, j'ai dû marquer un point. En fait, pas du tout, tout le monde s'en fout. Et c'est normal. Et c'est normal. C'est pas comme ça que ça se passe. Donc, des vrais moments qu'on comptait, non, c'est plutôt des rencontres. J'ai fait des très belles rencontres. Ouais. Je parlais de Kurt Bloom tout à l'heure, mais il y en a eu d'autres, des gens qui m'ont apporté des choses. Ouais, ça, c'est sûr. Est-ce que vous passez un peu de temps devant la télé? Vous regardez un petit peu dans la lucarne comment marche le monde? Pas tant que ça. Pas tant que ça. Mais je le regarde quand même. Je m'informe. Non, mais la situation de la télé consiste à être informé de tout un tas de choses sur lesquelles vous n'avez aucun pouvoir on ne peut pas agir. C'est une chose extrêmement frustrante, quoi. Les infos permanentes qui vous balancent des monstruosités sur lesquelles vous dites mais comment je peux intervenir? Rien. Donc c'est des situations très frustrantes et très énervantes quand même. Les amis, c'est un beau personnage. Il s'appelle Georges Saume. Il est rivé désormais à La Rochelle. Il est un peu partout là où règne le bon goût. En tout cas, il est exposé ici au Bistrot Molière. Alors, c'est tout modeste, c'est tout menu, mais en même temps, c'est comme il est. Petit chez les grands, grand chez les petits. Il expose jusqu'à fin juin et je vous y invite. En plus, le thème est très sympa dans ce monde artificiel. Ça s'appelle Les Serres Chaudes. Et son inspiration, c'est la nature. Mais déjà, il y a 50 ans, sa vision de la nature était une vision qui intéressait, qui émouvait beaucoup. Bon, je vous souhaite une bonne fin de journée. J'ai vu que Jocelyne était passée derrière vous. L'épouse, elle amuse, et elle a fait la discrète. Et oui, parce que Justine, d'ailleurs, va ouvrir la maison le week-end prochain pour les jardins ouverts. Elle ouvre la maison avec 5, 6 ou 7 peut-être artistes qui seront exposés chez nous. Il est bien ce gars-là, décidément. C'est au Café Molière, c'est rue du Minage à La Rochelle, c'est jusqu'à fin juin. Allez, je vous en souhaite beaucoup des rencontres comme ça. Vous allez voir, ça aide à passer les épreuves, hein, en tout cas. Puis ça stimule. À bientôt, Georges. Salut à toi.